Bienvenue au club Le Figaro Politique et on va se poser la question de savoir si le Premier ministre va réussir à faire adopter un budget à la France. C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. D'abord, jusqu'où peut-il aller? C'est la première question. La deuxième question, c'est avec quels moyens, quels sont les moyens dont il dispose pour essayer de passer ce budget? Et puis, troisième question, le Parti socialiste qui joue un rôle important dans cette histoire, est-ce que lui, il joue son avenir sur ce budget? C'est la question qu'on se posera pour finir avec nos invités, évidemment, qui sont tous experts en la question. Avec Bertille Bayard, rédactrice en chef au Figaro Économie. Bonsoir Bertille. Bonsoir Yves. Bonsoir Arthur Berda, rédacteur en chef au Figaro Politique, avec Pierre Lepelletier. Bonsoir. Du service politique également, pour qui la gauche n'a pas de secret, le Parti Socialiste notamment. Jean Garrigue, grand historien, et qui est l'auteur de nombreux livres, notamment le dernier, c'est sur... les présidents de la République. Ah non, sur les avocats de la République. Sur les avocats de la République. De Danton à Robert Badinter. De Danton à Robert Badinter. Robert Badinter qui vient d'entrer au Panthéon. Exactement. Alors, est-ce que Sébastien Lecornu va pouvoir passer avec un budget? C'est toute la question qu'on se pose et qu'on va se poser tous les cinq. Et Bertille, il y a évidemment, il est dans le viseur de la gauche, puisque c'est comme ça. Il a essayé de passer, non pas un pacte, mais tacitement, d'une certaine façon, avec le Parti socialiste. Et le Parti socialiste va le faire danser jusqu'où? On sait déjà maintenant qu'il a promis de retirer la réforme des retraites. Hein. J'allais dire, s'il n'était que sur la surveillance du Parti socialiste, il aurait moins de problèmes, parce qu'il n'y a pas que le Parti socialiste qui l'observe de près. Oui. Jusqu'où va-t-il danser, pour reprendre votre expression? Il a déjà donné la marge dans laquelle il voulait s'inscrire, ce qui est une façon un petit peu curieuse d'ailleurs de démarrer une négociation. Quand on est un petit peu chez les maquignons dans cette histoire, en général on ne dit pas à l'avance quel prix on est prêt à mettre. Bien sûr. Ce prix-là, il s'exprime en points de pourcentage de déficit public par rapport au PIB. On se souvient que François Bayrou avait construit un budget qu'il voulait à 4,6% de déficit, ce qui avait été considéré comme un énorme effort d'austérité. Je rappelle que ça nous laisse quand même tout en bas, vraiment tout en bas du peloton de l'Union européenne en la matière. Donc François Bayrou était à 4,6. Sébastien Lecornu a directement fait sauter la mesure des 2 jours fériés. On l'a déjà oublié, mais c'était ça qui nous mobilisait il n'y a pas si longtemps. Ce qui nous amène à 4,7%. Et il a dit, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est pas plus de 5. On voit bien où est un petit peu la marge. On était à 44 avec Bayrou, 44 milliards, hein, si on chiffre en milliards. 44 milliards pour François Bayrou. On est plutôt autour de 30... on est à 39 milliards. 39 milliards d'efforts de redressement, c'est-à-dire économie et recettes. Y compris dedans les 8 milliards d'augmentation de la charge d'intérêt qui sont absolument incompressibles. Voilà, les taux augmentent, il va falloir payer plus cher sur les marchés. Donc ça, c'est un petit peu le cadrage des chiffres. Mais évidemment, une fois que Sébastien Lecornu a dit pas plus de 5, le 5 est devenu la borne basse au lieu d'être la borne haute. On verra ce qu'il en est dans la discussion, avec un petit peu de rétropédalage de la part du ministre de l'économie, que l'on entend dire qu'il sera intraitable sur le respect des 4,7%, que l'objectif de 3% de déficit en 2029 est, dit-il, son étoile polaire, son but absolu. Donc on voit bien où sont les grandes données, en tout cas financières, pour cadrer le débat qui s'engage. Alors, je disais, il y a les retraites, mais qu'est-ce que réclame d'autres et qu'est-ce que va réclamer d'autres le Parti socialiste notamment? C'est sûr qu'ils ont déjà obtenu la suspension de la réforme des retraites. Et donc maintenant, leur mantra, c'est de dire on a mis un pied dans la porte et maintenant, on pousse. Donc c'est évidemment sur la fiscalité. Ils vont pousser énormément, ils vont déposer énormément d'amendements. Mais en fait, c'est comme quand vous jouez aux échecs, on va dire qu'ils ont gagné la dame de l'adversaire des macronistes. Donc, mais si vous jouez aux échecs, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais quand on prend la dame de l'adversaire aux échecs, ce n'est pas forcément qu'on a gagné la partie. Il faut encore la gagner la partie. Et donc, il faut voir ensuite, pendant les débats, est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire passer leurs amendements? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à porter leur combat, en sachant qu'il y a quand même des députés macronistes, des députés de droite et des députés du Rassemblement national
qui peuvent avoir des intérêts sur certains points assez convergents, et donc parfois il n'y aura pas forcément une majorité nécessaire pour faire passer des amendements de gauche. Alors à ce moment-là, Jérôme Guedj a la solution. Ah. Écoutez-le. Et si la promesse n'est pas tenue? Et il conditionne sa propre survie. Si la promesse n'est pas tenue? Eh bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas de suspension, il n'y a plus de gouvernement. Nous avons indiqué que nous ne souhaitions pas ce matin censurer le gouvernement parce que, je le redis, quand nous obtenons une avancée de cette nature, eh bien, nous prenons les dividendes comme nous disons. Mais attendez, jusqu'à présent, aucun Premier ministre n'avait à ce point satisfait une demande que nous mettions sur la table. Garantie concrète. Eh bien, s'il n'y a pas de garantie dans l'exécution, dans le débat budgétaire, et en effet, on va le suivre très attentivement, alors Sébastien Lecornu, et il le sait parfaitement, s'expose à ne pas pouvoir continuer sa mission. La non-censure d'aujourd'hui ne présume pas d'une non-censure dans les jours ou les semaines qui viennent. Alors, ça s'appelle, ces mesures fiscales là, dont parlait Pierre, c'est quoi ces augmentations d'impôts? On revient à la taxe Zuckman ou, oui, d'abord, vous avez prononcé le mot-clé, le mot magique, comme on dit aux enfants. Voilà, le mot magique comme pour les enfants, la taxe Zuckman. Donc ça, le Parti socialiste, dès le lendemain de sa victoire sur la question des retraites, a dit « Oula, attendez, braves gens, maintenant on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est la taxe Zuckman. » Bon, quand vous parlez avec Olivier Faure et Boris Vallaud, je le fais de temps en temps, Pierre le fait quasiment tous les jours, ils vous disent qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils n'obtiendront pas la taxe Zuckman en tant que telle. D'abord, parce qu'on ne sait même pas si elle est vraiment constitutionnelle, cette taxe Zuckman, rappelons-le, une taxe à 2% sur les patrimoines qui excèdent ou qui atteignent 100 millions d'euros. Dans ces patrimoines compte la valorisation d'une entreprise. On l'a vu avec le patron de Mistral AI, l'entreprise française d'intelligence artificielle. Je ferme cette parenthèse. Donc si vous voulez, oui, la foire fiscale est lancée, ça va être la guerre à la taxe et à l'impôt du côté du Parti socialiste. Vous parliez tout à l'heure avec Berthy de ce que représente l'effort budgétaire, dans ce budget Lecornu. On a parlé de 39 milliards répartis entre des économies et des hausses d'impôts. Sauf que même les économies se trouvent être des hausses d'impôts, c'est ce qu'on apprenait en lisant Le Figaro ce matin. Donc si vous voulez, le PS aujourd'hui, il part vainqueur. Pierre disait, il met un pied dans la porte, il veut enfoncer la porte. Je vous le confirme. Simplement, ce qu'on entendait à l'instant dans l'extrait de Jérôme Guedj, c'est que pour l'instant, le PS a obtenu l'annonce de la suspension de la réforme des retraites. C'est déjà beaucoup trop, si vous voulez mon avis personnel. Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron n'auraient jamais dû aller aussi loin. D'ailleurs, ils l'ont fait en nous expliquant. Oui, mais à ce moment-là, il s'exposait à la censure, alors. Oui, mais si vous voulez, entre la censure ou la ruine, si on peut éviter d'avoir les deux, c'est mieux. Or, en l'occurrence, je pense qu'ils vont droit vers les deux. Souvenez-vous, on nous a expliqué qu'on pouvait annoncer la suspension de la réforme des retraites parce que ça ramènerait un petit peu de stabilité dans le pays et que donc les marchés diraient formidable, ils ont ramené de la stabilité. Que s'est-il passé? C'est vrai qu'il y a eu une légère détente, un desserrement des taux au soir de cette annonce de la suspension, mais il n'a échappé à personne que vendredi soir dernier, pendant que nous étions tranquillement en train de retrouver nos familles les uns et les autres, boum, l'agence Standard & Poor's, S&P, a dégradé, est sorti de son calendrier habituel pour dégrader la note de la France. Viendra Moody's en fin de semaine, encore ce vendredi. Il y a fort à parier qu'on reprenne la même trajectoire. Donc si vous voulez, on nous a promis que la suspension de la réforme des retraites ramènerait de la stabilité, rassurerait les marchés. Pour l'instant, ça a plutôt inquiété les marchés. Les seuls que ça a rassuré, c'est le Parti socialiste. Et encore, que nous disent-ils? Que vous pouvez leur montrer patte rose, leur ligne rouge, elle reste bien rouge. Finalement, aussi les macronistes, parce que du coup, ils s'évitent une dissolution. Ouais, parce que finalement, s'il y avait une censure des socialistes votaient la censure, il y aurait sans doute eu une dissolution derrière. Et là, il y aurait eu beaucoup de perdants aussi. Donc finalement, cette affaire arrange quand même beaucoup, effectivement, surtout les députés. Sauf qu'il y aura censure et il y aura dissolution. Et oui, alors peut-être un jour, mais alors, Berthy, j'arrive vers vous, Jean. Berthy... Je sens qu'on va parler de notation, agence de notation. Non, on va pas parler d'agence de notation, mais on va parler de stabilité, justement. Le discours qui commençait à dominer, c'était de dire, ça coûte moins cher, finalement, de retirer la réforme des retraites que de dissoudre. À court terme, oui. À court terme, oui. À court terme, oui. Et à long terme, on a vu que la stabilité a une valeur pour les marchés et effectivement, il y a eu une détente sur les taux d'intérêt de la France à partir du moment où l'accord de non-censure a été trouvé. Donc ça a une valeur. A contrario, la suspension de la réforme des retraites, en première analyse, un peu bête et méchant, en 2026, ça coûte que 500 millions. Alors de nos jours, vous savez, 500 millions, ça paraît être une paille. On fait ça sur note de frais. C'était quand même pas le cas il y a quelques années. Ouais. Là, aujourd'hui, on se dit pour 500 millions, ça vaut le coup. Ouais. Quoique, parce qu'on sait très bien que ça veut dire que, sur une longue période, si on restait sur cette idée de suspension, ça coûte beaucoup plus cher. Et on estime à autour de 15 milliards d'euros
le coût de la suspension à l'horizon 2030, pour un régime qui, lui-même dans l'état de la réforme, était en déficit aussi de 15 milliards à l'horizon 2030. Donc on est sur quelque chose qui coûte énormément d'argent. Voilà. Après, entre stabilité ou censure, le problème, c'est que la censure ne veut pas dire qu'on ne suspend pas la réforme des retraites, puisque ceux qui censurent, précisément, veulent la suspension de la réforme des retraites. Donc on était en espèce de choix cornélien où vous avez l'instabilité avec la suspension de la réforme des retraites ou la censure et l'instabilité avec la réforme des retraites. Dans tous les cas, la ruine Arthur. Exactement. Jean Garrigue, c'est une première sous la Ve République, et même dans l'histoire. Ouais. Non, mais là, on est sous la 4e République. Ouais. Si on reprend la métaphore de la danse, Sébastien Lecornu est parti sur un pas de deux avec les socialistes, mais c'est un pas de deux où chacun est quand même très, très loin de l'autre. On se méfie beaucoup de l'autre, puisqu'on sait bien qu'au moindre accroc, on va recevoir un crochet du droit dans l'estomac de la part des socialistes. Mais vous avez en même temps, dans ce couple éphémère, vous avez les macronistes et les LR qui ont besoin d'avoir leur place aussi, donc qui viennent aussi accrocher Sébastien Lecornu. Et puis vous avez sur les côtés LFI et le RN qui sont prêts à faire des croche-pattes pour les faire tomber tout de suite. Donc on est dans une configuration qui n'est pas du tout évidemment celle de la Ve République, qui est une configuration politique qui peut être tout à fait durable d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'après une dissolution, voire même après une nouvelle élection présidentielle, on ne se retrouve pas avec une tripartition de l'électorat. Et je ne suis pas du tout sûr qu'après une élection présidentielle dont tout le monde attend aujourd'hui l'homme ou la femme providentielle, on ait une majorité absolue. Donc il faut peut-être aussi se préparer à ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est en train de revenir ou de redécouvrir le parlementarisme, qui a ses vertus, et qui d'ailleurs existe dans d'autres pays européens, mais qu'on le fait dans les plus mauvaises conditions possibles. C'est-à-dire qu'on les fait en période de crise, sans avoir une majorité au moins d'idées qui ait été négociée, contractualisée. Et puis, on le fait avec la perspective d'abord des élections municipales, qui arrivent quand même très très vite. Au mois de mars. Et au mois de mars, et qui conduisent évidemment chacun dans son couloir à jouer la surenchère. Donc, c'est la difficulté pour Sébastien Lecornu, pour moi, elle est abyssale, parce que de toute façon, on a des logiques politiques qui sont à l'intérieur même de ceux qui pourraient soutenir la culture du compromis. C'est-à-dire du côté des socialistes, du côté des LR, on a des cultures politiques qui sont quand même très opposées. Donc il aurait fallu au moins essayer de trouver une convergence, un consensus, qui pourrait se trouver en réalité, parce que si ce n'est pas la taxe Zuckman, on peut trouver une autre manière de taxer les ultra-riches qui pourrait éventuellement correspondre à une taxe sur les holdings. Est-ce que les LR ne seraient pas prêts éventuellement à l'accepter? Bref, même si tout ça, à mon sens, mais ça c'est un autre jugement de citoyen, serait très négatif pour notre économie, mais la convergence politique, on peut éventuellement la trouver, sauf que je le répète, vous avez ces impératifs, enfin, cette logique électorale, cette logique des partis, qui aujourd'hui d'ailleurs est dévastatrice, mais qui va polluer chaque jour, on va avoir un problème avec cette logique-là. Alors Arthur, en plus, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que le bloc dit central, eh bien, il tient plus debout, puisque d'une part, il y a le président l'ancien Premier ministre qui dit il faut que le président parte, et puis vous en avez un autre ancien Premier ministre, alors là c'était Édouard Philippe, qui est Gabriel Attal, qui dit bon bah le président de la République, ça serait pas mal qu'il se mette un peu en retrait. Donc on peut pas dire que le bloc central soit très uniforme. Il y en a parce qu'il y en a qui viennent de la droite, parce qu'il y en a qui viennent de la gauche. Non, vous avez raison. On a appelé ça pendant un moment le socle commun. Et puis les mauvaises langues, qui sont de moins en moins mauvaises, disent ça n'est plus tellement un socle et il n'a plus grand-chose de commun. Et c'est assez juste. Hein. Le bloc central, si ce n'est qu'il est central au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il n'a d'ailleurs plus rien de central dans le jeu politique. Il est aujourd'hui le spectateur impuissant d'un jeu qui se fait sans lui, où d'un côté le PS détricote son bilan et il le regarde faire en étant totalement impuissant, voire
en y contribuant, ce qui est très étonnant d'ailleurs. Hein. Alors on verra lors de la bataille des amendements quelle sera l'attitude. Le bloc central, ce qu'on appelle le bloc central pour ceux qui nous regardent, c'est le MoDem, les troupes de François Bayrou, Horizon, les troupes d'Édouard Philippe, et Ensemble pour la République, ou Renaissance, ou En Marche, ou que sais-je, pour les troupes d'Emmanuel Macron et désormais de Gabriel Attal. Ouais. Donc si vous voulez, ils assistent impuissants au détricotage de leur bilan, tout en essayant, nous disent-ils, de s'y accrocher, bref, de précipiter une censure, et le tout avec la droite qui joue quand même un rôle assez trouble dans cette affaire, puisque Laurent Wauquiez, il faut rappeler quand même que la réforme des retraites dont on parle, cette réforme, il y a un homme qui l'a proposée chaque année tout seul dans son coin au Sénat, il s'appelle Bruno Retailleau. Tous les ans, budget de la Sécu, amendement du sénateur Bruno Retailleau pour une retraite pour cette réforme des retraites précisément. Bon, aujourd'hui Bruno Retailleau est le patron du parti et pour autant ses troupes, les députés LR, sous la houlette de Laurent Wauquiez, ont refusé de censurer un Premier ministre qui venait d'annoncer sous leurs yeux à la tribune de l'Assemblée qu'il suspendait cette réforme, leur réforme. Donc si vous voulez, dans cette affaire, tout le monde joue un assez drôle de jeu qui précipite, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'à mon sens, il n'y a pas d'autre option que la dissolution, qui précipite un retour aux urnes, parce que cet attelage, il n'a aucun sens, il n'est pas viable, et surtout, je ne suis pas certain qu'il soit souhaitable pour le pays. Alors, Bertille, on parle, donc vous avez dit 39 milliards à peu près d'efforts pour les Français. D'entrée du budget. En prenant en compte les intérêts de la dette, c'est ça? Oui. C'est ce que vous avez dit. Hein, parce que sinon, c'est 17 milliards qu'il faudrait faire d'économies, je crois, et 14 milliards de recettes supplémentaires. Sur ces deux chiffres-là, est-ce que... on est dans les clous et on n'y est plus si les socialistes continuent à faire de la surenchère. On y est, enfin, 17 milliards d'économies et 14 milliards de recettes supplémentaires, et en réalité plutôt 19 milliards d'impôts en plus, avec des baisses par rapport à ce qui s'était passé dans le budget précédent. Chaque mesure qu'apportera le Parti socialiste en termes de taxes nouvelles va améliorer le solde. Oui, ça va faire des revenus supplémentaires. Donc la question, c'est aussi ce qui se passe du côté des dépenses, et notamment des dépenses sociales, dans le fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera celui qui sera probablement le réceptacle de l'article sur la suspension de la réforme des retraites. Et où là, on risque d'avoir effectivement beaucoup de batailles, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de mesures qui sont jugées assez douloureuses, voire insupportables pour les Français, à la fois sur les questions de remboursement. Des dépenses de santé, le reste à charge, etc. Où là, on peut avoir aussi une alliance, j'allais dire, de circonstances entre la gauche et le Rassemblement national pour faire sauter toutes ces mesures d'économie qui, disent-ils, pèsent sur les Français, les classes moyennes. Et donc, dans ce cas-là, on redégrade le bilan global de l'effort. Voilà. Donc, quel équilibre pourra être trouvé au fur et à mesure de la discussion entre ces deux grands volets. On dit que sur le volet des impôts supplémentaires, on a 3 milliards en deux taxes, on va dire, qui passent sur les plus riches dans la version Le Cornu. Le Parti socialiste avait mis sur la table une taxe Zuckman entre 15 et 20 milliards de rendement selon les estimations de ses promoteurs, je dis bien, puisque d'autres, notamment Philippe Aghion, avait dit si ça rapporte 5 milliards, ce sera déjà beaucoup. Et sur une seule année, parce que la seconde, ils ne seront plus là. Voilà, donc entre ces deux estimations-là, on a probablement un point d'atterrissage qui va se retrouver autour de 7-8 milliards à cause d'augmentation de la flat tax sur les dividendes, de gonflement de la taxe sur les holdings, de gonflement de la taxe sur les fortunes, etc., qui reviendra plus ou moins à un ISF pré-Macron en termes de rendement. On sera passé par un chemin très très sinueux avec plein de fioritures et plein de mécanismes hyper compliqués pour montrer qu'on a beaucoup travaillé depuis, mais finalement ça revient à ce qu'était l'ISF à l'époque. En fait, D'accord. Ce que dit Bertille est comme toujours très intéressant et ça révèle notamment une chose, c'est qu'en réalité on n'a aucune idée, on sait avec quoi on rentre dans le débat, le projet de budget de l'État, budget de la Sécu tel que l'exécutif l'a pour l'instant rédigé, mais on n'a aucune idée de ce qui en sortira de ces débats. D'abord, ces débats, ils ne peuvent pas excéder 70 jours. On va en parler après. Mais simplement, les majorités qui vont se dessiner, Bertille le disait, ou elle commençait en tout cas à l'esquisser, mais vous avez raison, il va y avoir des majorités entre la gauche et le RN sur la question des retraites, par exemple. On peut imaginer que le bloc central et la droite vont voter contre la suspension, mais qu'il existe au sein de cet hémicycle une majorité entre les bancs du RN, environ 150 députés, et ceux de l'ancien NFP,
qui sont à peu près autant, et donc ça forme une majorité absolue pour voter cet amendement, ou pas d'ailleurs, ça dépendra de ce que dit le RN. Est-ce qu'ils veulent tous l'abrogation? Est-ce qu'ils se contenteront de la suspension? On ne le sait pas. Sur les questions fiscales, il y a là pas vraiment de consensus entre les bancs du NFP et ceux du Rassemblement national. Je peux vous dire d'ailleurs qu'à gauche, on commence déjà à expliquer que le RN défend désormais les milliardaires. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux, mais paraît-il que c'est désormais l'argument qui va être invoqué par la gauche, parce que précisément, sur la taxe Zuckman, elle avait été mise, on appelle ça une niche, désolé de vous citer le parlementaire, elle avait été mise dans une niche, cette taxe Zuckman, et le RN s'était abstenu pour la laisser passer, grosso modo. Cette fois, soyez certains qu'ils ne referont pas la même erreur et que le RN s'y opposera. Donc, si vous voulez, des majorités très différentes et très diverses vont se dessiner, amendement par amendement, amendement contre amendement sans doute, selon les présences au sein de l'hémicycle et les absences, les présences des uns, les absences des autres. Et donc, ce budget, à la fin, il a toutes les chances de ne ressembler à rien, si tant est qu'on atteigne les 70 jours. Je vous offre la condition. C'est pour ça qu'on dit beaucoup que les socialistes ont la main, mais en fait, pas tant que ça, parce que ça va dépendre surtout des majorités qui vont se dessiner. Oui, qui vont se dégager. Si on voit qu'il y a un axe macroniste, ce que je disais tout à l'heure, un axe Macronie, LR, RN, finalement, les socialistes ne pourront rien demander. Sauf que les socialistes, ils ont quand même une arme, c'est la censure spontanée via l'article 49.2. Et ils peuvent dire à tout moment, pousse, on arrête de jouer, et maintenant censure. Et là, logiquement, ils ont une majorité pour la censure, donc pour faire renverser le gouvernement, et donc potentiellement pour une dissolution. Oui, bien sûr. Oui, avec deux nuances, c'est que certes, ceux qui auraient le plus à perdre dans la dissolution, a priori, ce sont les macronistes, mais les socialistes peut-être aussi. Oui, bien sûr. Alors, ils peuvent se rebondir sur les élections municipales éventuellement, mais est-ce que c'est suffisant dans leur stratégie de reconquête d'un espace, on va dire, social-démocratique? Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est qu'il y a une autre assemblée quand même, qui s'appelle le Sénat. Et on a une majorité tout à fait différente au Sénat. Une majorité des Républicains. Majorité peut-être un peu fracturée par tout ce qui s'est passé, mais enfin Bruno Retailleau revient. Bon. Et donc, une fois que vous aurez éventuellement trouvé, texte par texte, amendement par amendement, des accords à l'Assemblée, il faudra ensuite que le Sénat les valide. Et ça me paraît quand même très compliqué, et notamment pour tout ce qui concerne les hausses d'impôts demandées par les socialistes. Moi, je souhaite bonne chance. Ce scénario n'existe pas. Oui. Voilà. Alors, et le président de la République là-dedans, il est spectateur, lui. Ah bah c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire et qui est totalement atypique sous la Ve République. Il n'y a pas d'exemple d'une fragilité aussi. Alors, on dit beaucoup que Sébastien Lecornu est un peu l'émissaire d'Emmanuel Macron, mais quand même, la concession de la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même une concession d'abord. C'est une gifle pour Emmanuel Macron. C'est quand même quelque chose qui le fragilise encore plus. Et donc, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que la Ve République, en même temps, fait preuve de suffisamment de souplesse dans son fonctionnement institutionnel pour qu'un président revienne à ce qui pouvait être originellement le rôle d'un président qui était celui d'un arbitre au-dessus de la mêlée et qui laisse véritablement son Premier ministre, article 20, déterminer et conduire la politique de la nation. Ça n'a jamais été comme ça, et même le général de Gaulle disait en 1962 à Alain Peyrefitte, il disait « le gouvernement, c'est moi ». Mais il n'empêche que le général de Gaulle laissait quand même beaucoup de marge de manœuvre à Michel Debré ou à Georges Pompidou. Pardon de revenir des temps préhistoriques. Mais ce qui se passe pour Emmanuel Macron, alors il y est obligé, c'est un renoncement total à la présidence jupitérienne, mais en tout cas c'est une mise en retrait présidentielle qui fera date. Je veux dire qu'il faudra ensuite, me semble-t-il, réfléchir à la manière dont, précisément, cette fonction présidentielle va fonctionner dans le paysage politique qui est aujourd'hui et qui a profondément changé. Arthur, oui, là-dessus. Emmanuel Macron, oui, pour vous donner sa pensée, parce qu'il reçoit beaucoup de monde en ce moment, Emmanuel Macron, il ne s'exprime pas, il ne s'adresse pas directement aux Français, il a à un moment envisagé de le faire, de prononcer une allocution. Je peux vous dire qu'il y a pour l'instant renoncé. En revanche, il reçoit du monde et en petit comité, là, il livre son analyse. La lecture qu'il fait, elle se rapproche d'ailleurs de celle que vous venez de décrire. Emmanuel Macron, en réalité, il théorise, parce que ça l'arrange au passage, la fin du fait majoritaire en France. Il considère que jusqu'à son premier quinquennat, nous étions dans cette
république ultra-présidentialisée et que lui-même a joué le jeu de cette république ultra-présidentialisée dans son premier quinquennat, mais il considère qu'il y a un continuum, vous connaissez, c'est le terme à la mode, un continuum entre les législatives de 2022 et celles de 2024, c'est-à-dire qu'en 2022, on passe de la majorité absolue à la majorité relative et qu'en 2024, on passe de la majorité relative à l'absence totale de majorité. Donc Emmanuel Macron, il y voit un phénomène qui va durer, qui va s'inscrire dans le temps, en tout cas c'est son pari, et ce phénomène, à son sens, l'oblige ne laisse que deux options sur la table, celle de la coalition ou celle du compromis. Et ce que dit Emmanuel Macron, il dit avoir proposé la coalition sans jamais réussir à l'imposer. Je suis à peu près certain que s'il avait véritablement proposé à la droite, il aurait pu faire une coalition de gouvernement avec la droite en 2022. Encore fallait-il assumer de gouverner et présider à droite, ce dont il n'était pas capable et ce dont il n'est toujours pas capable aujourd'hui. Reste donc l'option du compromis, et c'est là qu'il dit avoir donné carte blanche à son Premier ministre pour bâtir des compromis, quoi qu'il lui en coûte, au risque même, n'importe quoi qu'il en coûte, c'est l'expression de Nicolas Bavrez. C'est la mienne d'abord. Ah, pardon. Ah bah tiens, je citerai Yves Tréhard. Rendons à Tréhard. Et alors, justement, la deuxième question, c'était de savoir de quels outils il dispose pour essayer de passer son budget. Alors là, il y a un feu d'artifice je dirais, d'idées. La dernière étant que, eh bien, il pourrait y avoir, c'est Benjamin Morel que je vous invite à lire là, qui ce week-end disait concernant la suspension de la réforme des retraites, il existe une troisième voie entre l'amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale et un nouveau projet de loi. C'est le gouvernement devrait faire une lettre rectificative permettant de compléter un projet de loi déjà déposé devant le Parlement avant son examen par la première assemblée saisie. Parce qu'effectivement, il y a tout un débat, pour faire vite, qui consiste à se dire de quel projet de loi on parle si jamais, eh bien, le gouvernement fait expirer, parce qu'à dessein, 10 jours, peut-être expirer les choses, 50 jours pour le PLFSS et 50 jours pour 70 jours pour le budget de l'État, et à ce moment-là, on passerait par ordonnance. Mais si on passe par ordonnance, de quel texte on se saisit? C'était une des craintes des socialistes, c'est-à-dire que la suspension de la réforme des retraites était dans un amendement. Donc si on va pas si on n'a pas le temps de tout débattre, l'amendement est retoqué et on repart du texte initial. Du texte, grosso modo, du gouvernement, de François Bayrou. Quoi, ouais. Donc, en fait, il n'y aurait plus de suspension de la réforme des retraites dans ce texte. Ce qui, quand même, les socialistes se seraient donc fait rouler dans la farine. Bien sûr. Ce week-end, il y a effectivement Benjamin Morel qui en a parlé, de la fameuse lettre rectificative. Qui est un professeur de droit constitutionnel. Voilà. Donc c'est assez technique, mais ça permet au gouvernement de cranter, on va dire, une mesure. Donc là, ce serait la suspension de la réforme des retraites, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que même si on revient aux ordonnances et que donc on revient au texte initial, il y aurait tout de même cette mesure-là inscrite. Donc évidemment, la gauche est en train de demander qu'il faut absolument faire cette... Et le RN. Et le RN. Il faut faire cette lettre rectificative d'ici la fin de la semaine. Ouais. Pour garantir ça, pour verrouiller en fait. Pourquoi d'ici à la fin de la semaine? C'est constitutionnel, hein. Alors je parle sous le contrôle, mais il me semble que c'est constitutionnel. Il me semble même qu'ils ont jusqu'à jeudi. Ils ont jusqu'à jeudi. En tout état de cause, une partie de la gauche, il y a deux paris très différents dans cette affaire. Il y a celui d'Emmanuel Macron qui est de dire bon, après tout, j'ai laissé Sébastien Lecornu annoncer la suspension à la tribune. Ça coûte pas cher, c'est l'État qui paye, comme dirait l'autre. Et puis, sur un malentendu, si ça ne marche pas, tant mieux. À la fin des fins, je garde la réforme des retraites parce que, pardon, mais rappelons-le un moment, on parle beaucoup de politique. Pour la réalité économique, et je le dis sous le contrôle de Berthy, cette réforme des retraites, elle est non seulement indispensable, mais elle est surtout insuffisante au regard de la situation démographique de notre pays. Si on veut sauver le système par répartition, qui, au passage, est quand même un truc de gauche, le système par répartition, s'il veut avoir une chance de survivre, ce système, il faut non seulement garder cette réforme, mais il faut déjà préparer la prochaine. Parce qu'en réalité, tous nos voisins européens, ils repoussent l'âge légal de départ ou les annuités, ça dépend un petit peu de comment on fonctionne. Mais si on veut sauver le système par répartition, il faut déjà préparer la prochaine réforme des retraites. Donc Emmanuel Macron, si vous voulez, il fait le pari. Lui, il est assez lucide là-dessus en réalité. Il a conscience que le système est en quasi-faillite et que donc on a besoin de cette réforme. Donc il se dit que sur un malentendu, si finalement elle peut rester, c'est pas plus mal pour la France et pour lui. En revanche, le pari que fait la gauche, qui est le pari contraire, c'est de dire que maintenant que Sébastien Lecornu, le plus macroniste des macroniens ou le plus macronien des macronistes, a annoncé cela à la tribune de l'Assemblée nationale, aucun chef de gouvernement, aucun candidat à la présidentielle, aucun président de la République ne pourra plus revenir sur cette suspension. Autrement dit,
Elle sera comme abrogée. La gauche considère que Sébastien Lecornu a contraint toute personnalité politique désormais à enterrer cette réforme des retraites et à repartir d'une page blanche, main dans la main avec les partenaires sociaux. Et il y a eu d'ailleurs un communiqué de l'intersyndicale ce lundi pour se féliciter de cette suspension et appeler à préparer une nouvelle mouture de la réforme. Bon. Alors merci justement, sur cette histoire de lettres pour cranter la réforme des retraites dans le projet de loi de finances. Ça veut dire que derrière, il n'y a plus de levier pour négocier avec le Parti socialiste. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont l'assurance que dans le texte qui sera issu des débats, qu'il soit voté par l'Assemblée nationale ou qu'il soit prolongé par ordonnance parce qu'il n'a pas été voté, de toute façon, la suspension de la réforme des retraites est dedans. Donc là, la foire à l'impôt et la foire à la non-économie, on l'a. Parce que de toute façon, le résultat essentiel est acquis. Le tout avec cette fameuse promesse de ne pas utiliser le 49.3, dont on va voir au fur et à mesure des débats et surtout à la fin à quel point elle risque de finir en catastrophe absolue sur la tête du... Donc voilà, donc si on n'a ni le 49.3, ni l'accord de rappel, qui est la suspension de la réforme des retraites, on risque d'avoir vraiment une discussion à côté de laquelle celle de l'an dernier, qui avait été particulièrement pittoresque, risque là, cette fois-ci, d'être vraiment folklorique. Ça, c'est le premier point. Sur la réforme des retraites, on sait que de toute façon, on va y revenir au moment de la campagne présidentielle, on le sait. Voilà, le problème, c'est que cette histoire nous a fait reculer, j'allais dire, de 2 ans dans le débat. Et que donc, on n'en est plus... C'est un report progressif. Voilà, à partir de la réforme Borne, dont on savait qu'elle avait des insuffisances... Qu'elle était insuffisante. Qu'elle était insuffisante, notamment pour l'équilibre financier des comptes. C'était à partir de là qu'on partait sur la prochaine campagne présidentielle. Là, on part en ayant pris la suspension, sans enlever, évidemment, les mesures qu'on appelait sucrées à l'époque, et qui coûtent de l'argent dans la réforme Borne. Donc on enlève celles qui font des économies et on garde celles qui coûtent. C'est ça. Et en rouvrant le débat éventuellement à la présidentielle, on peut être sûr que ce débat, il va être obligé de changer de nature, parce qu'on va être obligé de réfléchir à la retraite par capitalisation, par point. Et peut-être par point, la retraite par point qui est en train de revenir d'ailleurs. Qui est en train de revenir, alors que c'était le premier projet des macronistes. C'est quand même un paradoxe. Dont personne n'a rien compris à part eux. Personne n'a rien compris, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que se priver du 49.3, en plus de la suspension... Ça a été une grosse bêtise. Ah bah oui, et c'est absurde. C'est vraiment la politique de la démagogie, parce que le 49.3, certes, au moment de la querelle sur la réforme des retraites, a été vilipendé par une partie de l'opinion, mais fabriqué aussi par certains partis, suivez mon regard, et alors que le 49.3, ça fait partie des instruments constitutionnels du bon fonctionnement de la Ve République. Donc si on voulait s'aborder véritablement le fonctionnement de la Ve République, on ne s'y prendrait pas autrement, je veux dire. Donc à la limite, la suspension, c'est un acte politique, etc. Et on peut imaginer que ça puisse rouvrir un débat, justement, qui lance la campagne présidentielle avec partenaires sociaux, etc. Admettons, même si ça va nous faire perdre... évidemment, beaucoup d'argent et de temps. Mais je le répète, se priver comme ça de tous ces instruments constitutionnels qui sont vraiment du règlement de l'Assemblée nationale, qui sont la base du parlementarisme rationalisé, ça me paraît suicidaire. Sans compter que la gauche, qui était très vocale pour obtenir ce renoncement absolu, elle le regrette. Pour obtenir que l'on renonce au 49.3, elle commence déjà, certaines voix au Parti socialiste commencent déjà à regretter que Sébastien Lecornu les ait pris au mot et renoncé au 49.3 pour une raison très simple, et je vous la fais très courte, c'est que si l'on excède les 70 jours d'examen du budget, Pierre disait tout à l'heure à juste raison, on revient au texte initial du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de 49.3. Le seul moyen d'atteindre ou d'excéder les 70 jours sans revenir au texte initial, c'est de donner au gouvernement les moyens d'utiliser le 49.3 et donc de passer en force, ou en tout cas d'engager sa responsabilité sur un texte dont il décide le périmètre et la rédaction, et donc dans lequel il aurait pu retenir la suspension de la réforme des retraites. Or, les socialistes ont bien compris que ce renoncement au 49.3 risquait fort de se retourner contre eux. Le problème pour eux, c'est qu'ils ne s'imaginent pas le dire à voix haute. C'est pour ça que la fameuse lettre rectificative a en fait une importance énorme et qui va se décider en fait dans les prochains jours. Parce qu'effectivement, s'ils ne l'ont pas, les socialistes, tout est possible en fait. Et en fait, il y a un monde où il pourrait y avoir la suspension de la réforme des retraites dans un budget qui ne convient pas du tout aux socialistes et qui serait plutôt à droite. Donc qu'est-ce que fait le PS ? Est-ce que le PS vote le budget parce qu'il y a la suspension de la réforme des retraites, mais c'est un budget de droite ?
Comment expliquer ça ensuite aux électeurs de gauche? Enfin, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils s'abstiennent? Est-ce qu'ils votent contre alors qu'il y a la suspension de la réforme des retraites dedans? Enfin, voilà, ça pose plein de questions. Au passage, d'ailleurs, Jean Garrigue, que penser de la déclaration du président Larcher ce week-end qui a dit que les ministres républicains, on leur donnait 2 mois avant de quitter le gouvernement. C'est nouveau, ça aussi. Ça montre à quel point il y a... Le désarroi. Oui, un parti qui est complètement... C'est assez stupéfiant parce que l'arrivée au pouvoir de Bruno Retailleau leur avait redonné quand même une impulsion, un souffle, des militants. Un élan, oui. Et sur une journée, les tout débuts du gouvernement Lecornu, ils se sont complètement sabordés. Évidemment, Laurent Wauquiez a fait le contraire de ce que Bruno Retailleau voulait, et réciproquement. Et les voilà dans une... Alors, avec David Lisnard, qui joue lui aussi sa partie, et puis Gérard Larcher, qui essaye au milieu je ne sais pas quoi d'ailleurs, de réconcilier les morceaux. Mais c'est frappant de voir comment une formation politique comme ça peut se saborder, peut se faire harakiri en quelques semaines, alors qu'au fond, je le répète, avec ce qui se passe avec la majorité au Sénat, avec ce qu'était la dynamique Retailleau, avec aussi l'équilibre des forces politiques aussi aujourd'hui dans ce pays, dans une France qui est à droite, il y avait du grain à moudre, il y avait de quoi faire, il y avait quelque chose à... Alors je ne dis pas d'aller vers l'union des droites, parce que l'union des droites est un piège tendu par le Rassemblement national. Bien sûr. Précisément, il y avait une carte à jouer dans le cadre de la désagrégation du macronisme, il y avait une carte à jouer pour les Républicains. Et on se demande aujourd'hui comment ils vont jouer ça. On est quand même dans une situation où Rachida Dati, ministre LR de la Culture, qui devrait donc se faire renvoyer du parti, va être candidate LR pour Paris. Oui, c'est ça. On est dans un truc... C'est partie des absurdités, finalement, de la situation. Alors, puisqu'on parlait des LR, c'était un moyen d'arriver au Parti socialiste, dont il est beaucoup question. Ils sont 69 à l'Assemblée nationale. C'est eux qui tiennent, dit-on, le gouvernement, mais il n'y a pas que eux, mais ils sont au cœur du dispositif, parce qu'ils se retirent ou ils votent la censure, eh bien, le gouvernement tombe dans la mesure où le Rassemblement national et le reste de la gauche votent la censure aussi. Il joue gros quand même, le Parti socialiste, là, parce que si jamais il perd dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un budget tel qu'il le souhaite et qu'on ne revient pas sur la réforme des retraites, il se retrouve seul au monde, d'une certaine façon. C'est un pari, effectivement. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y en a qui diront ils ont été la béquille de Macron jusqu'au bout, et les supplétifs de Macron, ils nous ont fait perdre du temps sur la dissolution, voire la démission d'Emmanuel Macron. Ouais. Et à ça, les socialistes répondent oui, mais nous, au moins, on aura tout essayé. Et en fait, c'est les macronistes qui n'ont pas permis ça. Nous, regardez, on a joué le jeu. On n'a pas fait une censure immédiate. On n'a pas voté les censures. Voilà. Ensuite, il faut voir. Ce qui est compliqué, c'est de sentir l'opinion, de voir est-ce que l'opinion leur tient gré de tout ça, est-ce qu'ils les remercient parce que grâce à eux, il y a de la stabilité. Quel électorat aussi? Est-ce que finalement, l'électorat de gauche va leur pardonner ça? Est-ce que l'électorat centriste va dire finalement, le PS est de retour? L'électorat de droite peut se dire, bon, le PS, il y a de la stabilité, mais sauf qu'en fait, aucun électeur de droite, tous les électeurs de droite peuvent se dire ça, à la fin, au bout du compte, ils ne voteront pas socialiste. Donc c'est un pari, on a du mal à voir encore s'il est gagnant ou pas, on le saura dans les prochaines semaines. Alors il y a quelqu'un qui sait déjà ce qu'il faut en penser. La direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure, en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Et puisque désormais, il est inéluctable qu'il y ait un affrontement électoral avec l'extrême droite, nous aurons besoin de tout le monde. Nous incarnons à la fois l'alternative au macronisme, mais aussi à l'extrême droite autour du programme du nouveau Front populaire. Jean Garrigue, ils sont prévenus. Mais c'est d'une clarté, c'est limpide. Y compris, elle prépare déjà le deuxième tour d'élection présidentielle. Elle prépare, mais vous avez vu que le deuxième tour, c'est LFI RN. Mais c'est ça, c'est Jean-Luc Mélenchon face à... Voilà. Donc le conducteur face à on ne sait qui.
Donc oui, mais c'est très classique. L'accusation de social traîtrise, elle est vieille comme les relations entre les communistes et les marxistes. Aujourd'hui, les marxistes, c'est LFI, enfin... marxiste très... Trotskiste plutôt. Trotskiste populiste. Populo-trotskisme. Bref, non, mais évidemment, ça a toujours été la pression, la menace, l'épée de Damoclès sur la tête des socialistes. Évidemment, comme vous le disiez, au cas où cette stratégie du Parti socialiste échoue, il y a quand même de fortes chances qu'elle échoue, malgré la fameuse lettre rectificative de Benjamin Morel, qui est une sorte de bouée de sauvetage adressée aux socialistes. Il y a quand même là un jeu qui est difficile à jouer aussi. On peut se demander s'il n'aurait pour eux pas été, enfin cyniquement, plus intéressant aussi de jouer la carte de la censure. Parce que, alors c'est vrai qu'ils auraient pu perdre des plumes au moment là d'une dissolution et d'élections législatives anticipées, mais ils auraient eu le temps ensuite peut-être de se redresser. Parce qu'on voit bien aussi qu'à gauche, il y a quand même, malgré tout, un rejet de plus en plus affirmé au moins de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et qu'il y a aussi une volonté, malgré tout, de refaire un bloc social-démocrate. On l'a vu aux élections européennes avec Raphaël Glucksmann, et après avec des élections partielles. Donc voilà, il y avait peut-être une autre option, me semble-t-il. Et là, c'est vrai que l'option qui a été prise, elle est quand même très, très risquée. Raphaël, de ce que vous entendez, Bertille, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure, c'est le même socialisme, c'est le même... ou au contraire, il y a des distinctions à opérer? Non, c'est pas le même quand même. Hein, c'est pas le même. Raphaël Glucksmann est plus social. D'ailleurs, voilà. Et donc la question est d'ailleurs de savoir dans quelle mesure Raphaël Glucksmann pourra être intégré dans le Parti socialiste. Dans le Parti socialiste d'une façon ou d'une autre pour de prochaines échéances. Le Parti socialiste a pris le risque de se décrocher effectivement de LFI et donc de se forger une nouvelle image, vraiment de retrouver cette image de parti de gouvernement. Oui. Une fois ce fait-là posé, on a toujours des problèmes on a des grosses incertitudes programmatiques sur les alliances, avec toujours la relation avec les écologistes et les communistes qui est en balance, donc cette petite gauche de ces trois partis sur lesquels les insoumis passent leur temps matin, midi et soir à taper, et tout de même la perspective d'aller faire une OPA sur le centre-gauche, une partie de la Macronie, du Modem, etc., aux prochaines élections, qui vont se retrouver quand même ceux qui auront le plus de difficultés à se sortir des prochaines échéances. Donc, mais il y a encore beaucoup à faire, avec des circonscriptions effectivement qui seront aussi très compliquées à conserver. Moi, je trouve qu'il y a eu une sorte de croisement entre les Républicains et le Parti socialiste. Oui. Les Républicains ont, à mon sens, très bien joué le coup après la dissolution, en se réconciliant enfin avec leur tradition de gouvernement, en montant à bord du gouvernement. Je crois que Michel Barnier a eu raison d'aller à Matignon. Je crois que Bruno Retailleau a eu parfaitement raison d'aller au ministère de l'Intérieur, qu'il a eu raison ensuite de se présenter à la tête du parti et que les électeurs LR, plus de 100 000, rappelons-le, le nombre d'adhérents a dépassé les 100 000, je crois que ça a même dépassé les 120 000. Ils étaient un petit peu moins à participer au scrutin, mais en tout cas, il a réenclenché une dynamique militante au sein de ce parti qui a dépassé la barre des 100 000. C'était inenvisageable il y a encore un an de cela. Il est élu à 75% à la tête du parti, donc si vous voulez, sa stratégie a été validée. Le problème, c'est que quand on goûte au gyrophare de la place Beauvau, évidemment, il est compliqué de les quitter et que Bruno Retailleau n'a pas su faire la rupture qu'il nous avait tant promise, et sur l'Algérie, et sur la fiscalité, et sur l'immigration. Et donc, François Bayrou, puis Sébastien Lecornu, lui a un petit peu volé sa rupture à Bruno Retailleau. Donc, ils se font depuis, Jean Garrigue le disait, il a raison, ils se font depuis Harakiri avec une stratégie totalement illisible, où Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau passent leur temps à se taper l'un sur l'autre, et le peuple de droite les regarde en se demandant mais qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête. Donc, je pense qu'ils ont eu une bonne stratégie pendant un an et qu'ils sont en train de tout gâcher depuis une semaine. À l'inverse, je crois que le Parti socialiste a eu une très mauvaise stratégie pendant plusieurs années. En revanche, là, il faut quand même se mesurer qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a obtenu d'Emmanuel Macron l'annonce, peu importe en réalité qu'elle voit le jour. Il faut se figurer ce que c'est pour Emmanuel Macron. Du reniement absolument. De la réforme des retraites. Il faut se figurer ce que c'est pour Emmanuel Macron que de lâcher sur sa réforme des retraites. Tout en restant dans l'opposition pour les socialistes. Absolument. Et donc Emmanuel Macron, qui a été le collaborateur puis le ministre de François Hollande, qu'il ait une filiation avec François Hollande, c'est une chose, mais qu'il obéisse à Olivier Faure, imaginez-vous comme le niveau a baissé. Et donc le Parti socialiste a eu parfaitement raison, à mon sens, de jouer cette stratégie. Et en réalité, peu importe que la réforme soit suspendue ou non, puisque d'abord, ils n'auront aucun mal, le Parti socialiste,
socialistes, en dépit de ce qu'ils disent aujourd'hui, à refaire alliance avec le reste de la gauche jusqu'à la France insoumise. À mon sens, dès qu'il y aura une élection, tous les chemins de l'élection mènent à Mélenchon. Donc ça, ils sauront le retrouver assez facilement. En revanche, entre-temps, ils ont obtenu le scalp de la réforme des retraites et donc ils vont venir se présenter devant leurs électeurs avec cette victoire symbolique, mais ô combien symbolique. Donc je crois que dans la période, c'est plutôt le PS qui joue une bonne opération. Espérons pour le système de retraite que ça n'aille pas au bout, évidemment. Et alors avec un Olivier Faure qui était plutôt très critiqué il y a 1 an et demi, 2 ans, en disant il n'est pas au niveau, il n'a pas de charisme et tout, qui finalement devient l'homme fort là, de cette gauche. Ouais. C'est un tacticien, on peut lui reconnaître ça. C'est une mue incroyable. Moi, je ne dirais peut-être pas jusqu'à là. Mais en tout cas, c'est un fin tacticien et que c'est sa principale qualité, on va se le reconnaître. Maintenant, voilà, autour de lui, certains commencent à lui dire l'étape d'après, c'est la présidentielle. Oui, bah oui. Donc, il doit commencer à y croire, d'ailleurs. La marche est, à mon sens, encore un peu haute, mais parce qu'il y a un autre homme qui est déjà là, c'est Raphaël Glucksmann. Donc on voit mais qui n'a peut-être pas la fibre politique comme lui peut l'avoir. Peut-être, mais en attendant, dans les sondages, pour l'instant, Raphaël Glucksmann est mieux placé. À combien à peu près? Il est autour de 15%. On score aux européennes, en gros. On score aux européennes, alors qu'Olivier Faure est quand même bien sous la barre des 10. Ouais. Mais en tout cas, certains socialistes nous le confient en privé, que l'objectif, c'est d'asphyxier, alors l'image est un peu forte, mais asphyxier Raphaël Glucksmann pour Olivier Faure, pour essayer de prendre sa place. La stratégie du polochon. Un peu. Ouais. Et récupérer sa place, et même si c'est compliqué, parce qu'en fait, Olivier Faure vient sur la ligne de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, il défend cette ligne, s'éloigner de Jean-Luc Mélenchon, depuis tout le temps. Faire des compromis et arracher des victoires. C'est la ligne de Raphaël Glucksmann depuis la dissolution. Et là, on voit que finalement, c'est tous les socialistes qui se téléportent sur sa ligne. La différence entre les deux, c'est que Raphaël Glucksmann est hors le jeu politique. Voilà, de par son mandat européen, il n'est pas directement dans ce jeu, et donc il ne peut pas revendiquer ou en tout cas s'arroger ses victoires. Il n'a que 2 députés, je parle sous votre contrôle, à l'Assemblée. Et encore, les 2 députés de Raphaël Glucksmann, c'est des anciens macronistes. Oui, on a connu plus connu plus socialiste. Et Raphaël Glucksmann, pour l'instant, son seul fait d'arme politique, c'est d'avoir fait une campagne des européennes très dure contre Jean-Luc Mélenchon et de s'être fait avaler tout cru le soir de la dissolution en signant en moins de 2 heures un acte notarié qu'on a appelé le NFP, dans lequel c'était un régime à la communauté de biens où il savait qu'il était cocu, si vous voulez. Et donc, pour autant, il fait des bons scores dans les sondages. Et absolument, il continue à être crédité d'une quinzaine de pourcents, et je crois qu'Olivier Faure, c'est 2 fois moins bien que Raphaël Glucksmann dans les sondages. Eh bien, je pense qu'on ne va pas finir d'en parler, puisqu'on va continuer dans les semaines à venir. On est très occupés, puisqu'on a jusqu'à 70 jours pour le budget de l'État, 50 jours pour le budget de la sécurité sociale. Alors, il y a une tradition, c'est que maintenant, vous avez du temps pour vos coups de gueule, vos coups de griffe. Ah non, la tradition, c'est qu'on n'a pas de temps. Ah si. Et vous n'avez pas de temps, d'ailleurs. Voilà, vous voyez. Alors, Bertille, on commence par le coup de griffe. Le coup de griffe, oui, c'est cette vidéo qui a été diffusée ce week-end sur les réseaux sociaux du président des États-Unis. Oui. D'une vulgarité sans nom, mais ça, on avait la voit, ouais. Voilà, donc on voit dans le cadre des manifestations qui s'appelaient Knocking, de protestation contre le régime de Donald Trump aux États-Unis, voilà, généré par intelligence artificielle. Le président des États-Unis est dans un avion avec une couronne et déverse ce que vous voyez là sur les manifestants. Évidemment, quelque part, ça fait rigoler. C'est absolument gravissime, quoi. Ouais. On a là l'expression la plus totale de ce qu'est une présidence clanique. Ouais. Et voilà, il est président des États-Unis. Ce n'est pas un candidat en campagne, ce n'est pas la représentation d'un parti politique. Il est président des États-Unis et il fait ça à certains Américains. Voilà. C'est grave. C'est absolument dévastateur, à mon avis. Le coup de cœur. Le coup de cœur, je vous recommande la dette sociale de la France. Voilà, pour améliorer les connaissances. Nos connaissances. Qui ont fondé le débat qu'on a eu aujourd'hui. Très bon livre de Nicolas Dufourcq, que j'ai interviewé. Qui ne va pas par quatre chemins, d'ailleurs. Voilà. Pour trouver l'interview dans les pages du Figaro cette semaine. Dire qui est Nicolas Dufourcq? Nicolas Dufourcq, qui est le patron de BPI France, donc qui porte en général plutôt la voix des entreprises et de l'entrepreneuriat. Voilà, et qui a été interviewé aussi pour fonder son livre, comme il l'avait fait sur la désindustrialisation, des économistes, des politiques, d'anciens hauts fonctionnaires. Qui a été reçu dans Esprit d'entreprise. Exactement. Ici voilà. même. Mais là, il nous fait une histoire, effectivement, de comment a dérivé la dette sociale de la France et en quoi cette dette sociale
c'est la réalité, le cœur du problème de la dette publique qu'on peut avoir aujourd'hui. Depuis le dernier budget à l'équilibre, on est d'accord? C'est ça, c'est 74. Très bien, merci. Alors, Arthur. Coup de gueule ou coup de cœur d'abord? Coup de gueule. Coup de gueule, eh bien écoutez, mon coup de gueule, il va contre cette faillite collective à laquelle nous avons tous assisté ce dimanche. Alors que nous allions les uns les autres au marché et que nous avions appris que le Louvre avait été cambriolé. Alors moi j'ai un bébé et que ce soit avec une poussette ou en voiture, j'ai du mal à circuler aux abords du Louvre, mais j'ai découvert qu'on pouvait donc s'en approcher avec exactement avec une nacelle, donc un camion de déménagement, qu'on pouvait y monter, casser la vitre, ce qu'on est tous tentés de faire quand on a oublié nos clés, rentrer, et puis avec une disqueuse, sans armes, sans cagoule, sans rien, s'emparer d'une couronne. 7 minutes chrono. Celle d'Eugénie, donc j'aurais pu le faire, ça aurait fait plaisir à ma femme. Je plaisanterai mise à part. Je crois que cette faillite collective doit tous nous inquiéter, nous interroger. On a un peu tous eu le sentiment d'avoir été cambriolés ce week-end. Coup de cœur. Et puis mon coup de cœur, il va à Nicolas Sarkozy. Alors ça peut sembler paradoxal, mais Nicolas Sarkozy, demain matin, absolument, à la prison de la Santé. Écroué, incarcéré à la prison de la Santé. Un coup de cœur parce que c'est le coup de cœur pour la résilience de l'homme, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, vous le lirez sous la plume de Charles Jégu dans le Figaro à paraître demain, il dit « Ils ont voulu me faire disparaître et ça me fait renaître » et je peux vous assurer qu'en privé, sa combativité n'est en rien entamée et que sa force, quand même, quoi qu'on pense de l'homme et quoi qu'on pense, parce que tous les Français ont un avis sur est-ce qu'il l'a vraiment fait ou pas, c'est une passion française. Vous l'avez vu de tout ça. Je ne l'ai pas vu sur ce coup-là, je l'ai vu début septembre. Je peux vous dire qu'il était toujours aussi combatif et que voilà, c'est un coup de cœur pour l'homme. Alors, Pierre. Coup de griffe. Assez vite. Alors j'ai plus envie de persifler que de griffer. Oui. C'est de voir les macronistes défendre la suspension de la réforme des retraites. Ah oui. Ce qui était quand même, moi j'étais à l'Assemblée au moment du discours de politique générale de Sébastien Lecornu, de les voir applaudir cette suspension de la réforme des retraites. On suit la politique, on en voit des choses, mais là, en plusieurs années, quand même, c'était quand même quelque chose... Notez bien, ils n'étaient pas nombreux. Ouais, non, ils n'étaient pas nombreux, mais bon. Et coup de cœur, je vais rester à l'Assemblée et je vais parler d'un livre. Alors, il n'y a pas le visuel, mais vous allez retenir le nom. C'est Palais Bourbier. Oui. Mon confrère, Wally Bordas et ami Wally Bordas. C'est excellent, il faut le lire parce qu'il connaît tout de ce qui se passe là-bas à l'Assemblée, toutes les intrigues, tous les coups de billard. Il passe ses jours et ses nuits. Il y passe ses jours et ses nuits, ça lui prend beaucoup de temps et il le fait vraiment bien, donc il faut vraiment le lire. Alors, Jean. Moi, mon coup de griffe, c'est pour quelque chose de très très grave, qui est un des symptômes de notre crise démocratique, c'est que vous n'avez que 10% des Français qui font confiance à leur parti politique. Ah oui. Et cette crise de l'engagement, cette crise partisane, est quelque chose d'extrêmement grave, parce que malgré tout, on a besoin des partis politiques pour faire de la politique, pour des tas de raisons. C'est l'étude Ipsos là, qui vient de sortir. C'est l'étude qui vient de sortir. Et c'est quand même très effrayant parce que de toutes les institutions, c'est la plus décriée, la moins appréciée. C'est vrai que le spectacle qui nous est donné aujourd'hui justifie ce rejet. Mais enfin, c'est quand même très, très inquiétant. Et alors, mon coup de cœur, vous me l'avez volé parce que c'était justement pour Nicolas Dufourcq qui a le courage... qui a le courage intellectuel de prôner la retraite à 65 ans. C'est-à-dire quand vous avez toute l'Europe à 67, voire 70 ans, prenez la retraite à 65 ans, c'est presque un gauchiste. Un cadeau. C'est presque un cadeau. Mais si vous voulez, au moins il est courageux et il assied évidemment, il argumente cette demande, ce souhait. Et j'espère qu'un jour il sera écouté, mais j'en doute un tout petit peu, étant donné la faillite des partis politiques dont je viens de parler. Oui, c'est un très bon livre. Alors BPI France, peut-être pour ceux qui ne savent pas. Banque d'investissement. Publique d'investissement. Et aujourd'hui, c'est tout le débat qui malheureusement n'est pas tellement un peu à sens unique. Il faut dire que Zucman sort son livre en même temps, un petit livre, un petit manifeste, je dirais, pour défendre sa loi, et qui est distribué un peu partout. D'ailleurs, Nicolas Dufourcq, nous, nous le connaissons, mais il a passé le mur du son, notamment en réagissant à ce qu'est la taxe Zucman à son sens. Il a expliqué que c'était du communisme. Parce que cette taxe Zucman, donc, elle prévoit que chaque année, il faut payer 2%, s'acquitter de 2% des patrimoines supérieurs à 100 millions. Et donc, il a expliqué que ces 2%, ceux qui ne peuvent pas s'en acquitter, le feront en donnant de l'action à la BPI. Donc, il nous a expliqué qu'en 10 ans, il détiendrait 20% de la plupart des boîtes françaises.
Ce qui n'est pas pour Exactement. Merci de nous suivre de façon toujours aussi assidue et essayer d'éclairer. On essaye d'éclairer à chaque fois votre lanterne, ce qui n'est pas toujours très simple, parce que les débats sont sinueux d'une part, les positions des uns et des autres sont changeantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, le droit constitutionnel n'est pas toujours évident non plus. Donc, on essaye autant que faire se peut de vous aider à vous retrouver dans ce labyrinthe. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à la semaine prochaine, toujours pareil, 22h30 sur Figaro TV. Bonne soirée.